Napoléon peut être un problème. Et donc pour ceux qui veulent s'accaparer le pouvoir, c'est très facile de l'envoyer en Égypte. Et en même temps, il va apporter presque 200 savants avec lui. Ça, c'est exceptionnel pour l'époque. Parce qu'il savait très bien que la puissance de la religion était telle que aller contre, c'est se tirer une balle dans le pied. Et donc il avait même pensé, et ça c'est quand même important, c'est pour montrer jusqu'où il pouvait aller, il voulait se convertir à l'islam. Mais qu'est-ce qu'on en retient? C'est l'Institut d'Égypte, c'est la bataille des pyramides, c'est les pestiférés de Jaffa. L'Égypte, pour lui, ça a été un moment extrêmement important et surtout formateur. Mais ce qui est extraordinaire, ce sont des gens qui n'ont pas été plus loin que leur village à 30-50 km, on peut espérer 100, et qui du jour au lendemain partent pour l'Égypte. La prochaine étape maintenant pour Napoléon, c'est la campagne d'Égypte. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs raisons pour qu'on l'envoie en Égypte. C'est déjà pour barrer la route des Indes aux Anglais. Complètement. Mais aussi, à la raison, en effet, on sent que Napoléon Bonaparte a une influence à la capitale et que l'idée, c'est aussi un petit peu de l'éloigner de tout ça parce qu'on sait très bien qu'il a un pouvoir influent, parce qu'on le précise souvent, mais c'est un orateur hors pair. Il a prouvé aussi qu'il était un génie militaire avec les faits d'armes qu'il a pu présenter Toulon, le Vendémiaire, etc. Et donc, du coup, en effet, on sent bien que ça devient là où la France retravaille le pouvoir, parce qu'en effet, il sort d'une période très compliquée, on sent bien que Napoléon peut être un problème. Et donc, pour ceux qui veulent s'accaparer le pouvoir, c'est très facile de l'envoyer en Égypte. Et en plus de ça, on sait qu'il sera utile en Égypte. Complètement. La campagne d'Égypte, pour moi, c'est la plus belle campagne de Napoléon. Pas tant d'un point de vue militaire. D'un point de vue militaire, en réalité, c'est un désastre. En évoquant déjà la fin, l'armée va rester coincée, abandonnée par Napoléon, la flotte est détruite. Voilà, avec la bataille d'Aboukir, bataille navale avec Nelson, tout ça est un peu... ça ternit l'image de cette campagne d'Égypte, mais Napoléon va faire quelque chose d'extraordinaire. On va couper la route des Indes aux Anglais, et en même temps, il va apporter presque 200 savants avec lui. Ça, c'est exceptionnel pour l'époque. On a des naturalistes, on a des biologistes, on a des architectes, Exact. On a des dessinateurs, on a le plus connu... et si jamais il fallait s'intéresser à une biographie à ce niveau-là, c'est Denon, Vivant Denon, qui sera le directeur du musée Napoléon, donc le musée du Louvre, par la suite, qui va dessiner mais juste tout ce qu'il va voir. Et donc c'est une campagne assez extraordinaire où Napoléon... Très riche intellectuellement. Complètement. Allez, c'est la naissance d'un grand intérêt pour l'Égypte, de l'égyptomanie. Napoléon va fonder l'Institut d'Égypte. Encore une fois, on parle d'un général. Et donc ça, c'est exceptionnel pour l'époque, parce qu'il y a des prises de décision qui sont très intéressantes, et avec tout ce qui est publicité, communication autour de cette campagne, ça va être, encore une fois, une vitrine pour Napoléon. On a voulu l'éloigner de la France, donc on s'est dit, bon, Napoléon, il devient problématique, il commence à plaire de plus en plus, on va l'envoyer en Égypte, et en fait, pour Napoléon, encore une fois, il va avoir des outils à sa disposition, on l'envoie en Égypte, c'est qu'est-ce qu'il en fait? Et encore une fois, il est efficient. D'un point de vue militaire, c'est un peu terrible. Il y a des très très belles batailles, hein, la bataille des pyramides. J'adore ressortir les statistiques parce que si vous regardez sur Internet, il y a tellement de victimes dans l'armée adverse par rapport à l'armée française. Mais après, on est encore une fois sur une armée mamelouk, une armée turque qui est... moins technique, moins bien préparée, complètement, qui n'a pas la technologie non plus. Complètement. Et Napoléon arrive avec des carrés, qui le vaincront plus tard à Waterloo, mais il arrive avec des carrés face à des charges de cavalerie qui n'arrivent pas à les percer. Et Napoléon va faire des très très belles batailles, et même d'un point de vue de la civilisation à l'époque, il va se positionner de manière un peu ambiguë, un peu comme un Tchèque, je suis intéressé à la religion musulmane. Il va être très ambigu sur ce genre de sujet, et il va le faire d'ailleurs tout au long de sa carrière, hein, d'un point de vue de l'Église catholique, d'un point de vue de la franc-maçonnerie, qui a une grande place à l'époque, surtout dans l'armée, il ne faut pas le sous-estimer, et également d'un point de vue de la religion musulmane. Napoléon, il sait finement se placer, sans non plus... trop prendre position. Par exemple, sur la franc-maçonnerie, on n'a jamais su dire s'il était franc-maçon, même si on sait que plusieurs membres de sa famille l'étaient, son père, son frère, etc. C'est intéressant comment Napoléon, avec une armée révolutionnaire
il a à peu près, je pense, 30 000 soldats. C'est 30 000 soldats bien rodés, parce que ça vient de la campagne d'Italie. Il a des bons soldats, mais il n'a pas une armée qui est gigantesque. Et il va faire face à des Mamelouks, à des Anglais. Donc il va être un peu finalement coupé du monde, seul contre tous. Et il va faire des exploits militaires qui vont après devenir des astres. Mais il va surtout créer des institutions comme l'institution d'Égypte qui vont être une pub monumentale pour lui. Et même d'un point de vue de la population, il va se placer davantage en libérateur plutôt qu'en oppresseur. Comme l'Italie, hein. Il arrive en libérateur. Complètement, comme l'Italie. Il arrive à Milan, il était acclamé, il faut le savoir. Exactement, et comme il le fera par la suite durant ses campagnes. Et grâce à ces bulletins, cette campagne d'Égypte, qui est en réalité un peu désastreuse d'un point de vue militaire, si c'était tout ce qu'il y avait à retenir, eh bien en fait ça va être pour lui très beaucoup de communication, encore une fois. C'est une belle vitrine. Ouais. Une belle vitrine, et il savait que de toute manière, après la campagne d'Italie, pour utiliser sa formule, le fruit n'était pas encore mûr. Une formule extraordinaire qui en dit long sur la vision qu'avait le personnage. Une correspondance avec son frère Joseph, je crois. C'est possible. J'avoue que je ne sais pas exactement d'où elle provient, mais en tout cas, ça en dit long sur sa vision des choses. Et finalement, il va quitter la campagne d'Égypte en laissant son armée qui va disparaître petit à petit. Mais qu'est-ce qu'on en retient? C'est l'Institut d'Égypte, c'est la bataille des pyramides, c'est les pestiférés de Jaffa, c'est Napoléon qui, tel le Christ, va toucher des malades. Alors, c'est Gros qui va immortaliser ça, mais quelle publicité d'un point de vue de la peinture, ensuite de la gravure. Tout ça, ça va jouer pour Napoléon, et quand il rentre en France, il y a quelques débats autour de Joséphine parce qu'il y a de la correspondance qui a fuité à cause des Anglais, mais on en retient surtout des choses extraordinaires. Et Napoléon qui doit rentrer, rester en quarantaine plusieurs jours, en fait, il monte directement à Paris et il est acclamé. Ouais, tout le monde savait qu'il montait à Paris et c'était l'effervescence. Mais pour reprendre un petit peu aussi la base de la campagne d'Égypte, il faut quand même imaginer tous ces soldats, 30 000 soldats, aller dans le désert en plein été, parce qu'on est en plein été, en Égypte, donc il fait quoi, 45, 50 degrés? Il doit faire chaud. Il doit faire très chaud, avec des équipements, ils ne sont pas habitués à ça non plus. La bataille des pyramides est quand même une belle... J'avoue que je n'ai pas les chiffres pour savoir les pertes chez les Mamelouks, mais en effet, à ce niveau-là, c'est quand même pas mal. Il se positionne aussi là-bas en tant que gouverneur en Égypte, et donc c'est là aussi où il apprend aussi l'art de gouverner. Et c'est là où en effet il fait ses armes, parce que finalement il a déjà dirigé des bataillons pour les Vendémiaires ou Toulon, mais gouverner un pays, c'est là qu'il va vraiment apprendre à le faire. Et donc là, c'est super important, parce que finalement, il va faire ses armes sur ce qu'il va pouvoir en effet savoir faire ou moins bien faire, qu'il va pouvoir ensuite, après, faire quand il rentrera en France. Mais par exemple, la religion, il savait très bien qu'il ne fallait pas aller face aux religions, parce qu'il savait très bien que la puissance de la religion était telle que aller contre, c'est se tirer une balle dans le pied. Et donc, il avait même pensé, et ça c'est quand même important, c'est pour montrer jusqu'où il pouvait aller, il voulait se convertir à l'islam. Il voulait même convertir son armée à l'islam, sauf que ça avait posé un problème, c'est qu'on lui avait dit, oui, mais alors il faudrait être circoncis, voilà, mais surtout arrêter le bord du vin. Et donc ça, dire à des Français d'arrêter le bord du vin, donc ils ne se sont pas convertis à l'islam, mais c'est pour montrer aussi un petit peu la pensée qu'avait Napoléon, jusqu'où il pouvait aller. Là, il a fait ses armes, et comme on a parlé précédemment, tu l'as bien précisé, c'était aussi une campagne de savoir. Et c'était vraiment super important. Napoléon lui-même était très cultivé, non pas que par les mathématiques comme discuté ici précédemment, mais aussi par les sciences. D'ailleurs, il avait dit que s'il n'avait pas fait une carrière militaire, il aurait été un homme de science. Et plus tard, justement, il aurait préféré partir aux États-Unis dans son exil pour justement travailler la science. Mais vraiment, l'Égypte, pour lui, ça a été un moment extrêmement important et surtout formateur. L'amiral Nelson, donc les Anglais débarquent, ruine toute la flotte aussi française, ce qui est un problème quand même pour rentrer. Et alors là aussi, pour que Napoléon abandonne, parce qu'on dit quand même qu'il a abandonné son armée en Égypte, pour qu'il abandonne son armée en France, quelle est la raison? Est-ce qu'en effet, c'est parce qu'en effet, il a appris que Hippolyte Charles, l'amant de Joséphine, trompait Joséphine, et donc l'a aidé à remonter sur Paris, enfin aller en France pour remonter sur Paris, où en effet, il sentait que le fruit était mûr et qu'il y avait un pouvoir à prendre. Voilà, en effet, c'est un mix des deux.
C'est toujours pas toujours très clair. Je ne sais pas si je suis compétent pour répondre à cette question. À mon avis, la réalité se situe un peu entre les deux. Je pense qu'il y a un grand intérêt pour Joséphine au début de la carrière de Napoléon. Est-ce que ça justifierait le fait qu'il ait quitté l'Égypte? Je pense que c'est un peu maigre. Je pense que ça doit être entre les deux. Il a dû comprendre qu'il y avait un coup à jouer en France, que la campagne d'Égypte commençait un peu à piétiner. Il prenait les pieds dans le tapis à ce niveau-là. Et c'est pour ça sans doute qu'il a quitté. Et encore une fois, la campagne d'Égypte, moi c'est ma campagne préférée, tu l'as souligné, j'en ai parlé également, d'un point de vue des arts et des sciences, même si les Anglais vont mettre la main surtout également sur la pierre de Rosette avec Champollion, mais c'est la découverte d'une civilisation dont peu avaient la connaissance. Et tu parlais au début qu'il y avait une armée qui se retrouve, 30 000 soldats dans des températures difficiles. Face à des maladies peu connues. Et ce qui est intéressant, d'un point de vue anthropologique, imagine, toi et moi, on est pris à la conscription, loi de Jourdan de 1798-98 pour mes amis français, qui va obliger quelqu'un entre 20 et 25 ans à partir à la guerre s'il a tiré le mauvais numéro. On parle d'un service d'environ 5 ans si on est en campagne, s'il y a des guerres, ce qui était le cas à l'époque, c'était jusqu'à la fin, donc généralement vous étiez parti pour un bon bout de temps. Mais ce qui est extraordinaire, ce sont des gens qui n'ont pas été plus loin que leur village à 30-50 km, on peut espérer 100, et qui du jour au lendemain partent pour l'Égypte. Et se retrouvent devant les pyramides. C'est extraordinaire. Ça, c'est vrai que c'est bien que tu le dises, vraiment, ça c'est un point très important, c'est juste. Moi je trouve ça génial. Ouais, c'est génial. Le Premier Empire, il m'intéresse au-delà de la seule dimension de Napoléon, mais d'un point de vue humain, le soldat illettré, analphabète, qui ne connaît pas sa gauche et sa droite, qui va se retrouver au pied des pyramides, qui va découvrir la pierre de Rosette, même si c'était un officier du génie, mais c'est extraordinaire. Imaginez le décalage, quoi. Ouais. Mais c'est magnifique. Et aujourd'hui, c'est impossible. Mais à l'époque, encore une fois, il n'y a pas la vidéo, il n'y a pas la photo, il n'y a pas Ryanair, donc vous ne pouvez pas voyager dans... Mais non, mais c'est extraordinaire. Oui, c'est la grande aventure. Et je n'ose pas imaginer la sensation de ces bonhommes qui vont partir en Égypte et qui vont découvrir finalement une autre civilisation, des paysages qu'ils n'ont jamais vus. Ça, c'est pour le côté positif. Oui. Après, il y a tout le côté négatif. Il y a la peste, il y a la fièvre jaune, il y a l'ophtalmie, dont on parle très peu, mais beaucoup de soldats vont devenir aveugles. Ça va être à cause des reflets du soleil sur le sable. Déshydratation, complètement. C'est les yeux qui deviennent secs, etc. Donc c'est aussi des morts assez violentes. Il y a le tétanos. Le tétanos, c'est votre corps qui va devenir rigide. Vous allez ne plus pouvoir respirer. Donc c'est des morts très violentes. Mais c'est une campagne qui est extraordinaire. Mais encore une fois, c'est toujours le sujet. C'est prendre le pour, prendre le contre, faire un bilan. Mais il y a des côtés très positifs à cette campagne. Et il y a des personnalités comme celle de Larrey, si on peut en parler à un moment. Moi, c'est aussi mon chouchou de cette période. On va créer des ambulances mobiles à dos de dromadaires et on va pouvoir sauver des soldats. Donc il y a plein d'innovations qui se font à ce moment-là, même d'un point de vue, pour parler de Larrey, de la chirurgie, de la médecine avec des jeunettes, etc. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place. C'est tout ce qui est positif autour des guerres, sans oublier encore une fois le négatif. Mais campagne d'Égypte, moi si jamais je peux vous inviter à prendre une campagne un peu ambiguë d'un point de vue de la gloire militaire, mais qui est très intéressante d'un point de vue humain et artistique, c'est la campagne d'Égypte. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est une belle campagne. Juste petite parenthèse pour l'arrêt, d'ailleurs, c'est lui qui est le précurseur pour les premières ambulances. Complètement. Ça ne s'est jamais fait. Donc les ambulances, ça vient de l'arrêt. Complètement. L'arrêt, ça c'est. Je sens bien que c'est. Non, mais l'arrêt, Vas-y. On chatouille mon autisme là, mais j'adore tout ce qui est service de santé, soins réalisés à l'époque. Et l'arrêt, c'est une personnalité qu'on dit il va participer à la prise de la Bastille. C'est quelqu'un dont Napoléon parlera plus tard comme l'homme le plus vertueux qu'il a rencontré dans sa vie. C'est le papa des soldats. Et il va, durant les campagnes de la Révolution, pas encore sous Napoléon, voir des hommes mourir sur le champ de bataille, inutilement, à savoir qu'avant, il fallait que les services de santé soient une lieue du cœur du champ de bataille. Ils pouvaient intervenir après les combats. Vous voyez le problème arriver, la bataille elle dure 4 jours,
tu as une balle dans l'épaule, l'abdomen qui est tranché, en fait, tu as tout le temps de mourir. Ouais. De soif, d'hémorragie, etc., de faim. Et l'arrêt, il refuse de voir ces gens mourir. Et à côté de ça, il voit des régiments du train qui vont apporter, donc avec des petits chariots, des munitions au canon. On ne mettait pas toutes les munitions au canon à l'époque, parce qu'imaginons accident, feu d'artifice. Donc il y avait vraiment des régiments du train qui apportaient des munitions aux différentes batteries. Et l'arrêt, il voit ce système et il se dit mais c'est extraordinaire, est-ce qu'on ne ferait pas ça pour aller récupérer des soldats? Et ça va très bien marcher, ça va très bien être reçu de la part des soldats qui ont l'impression avec ces ambulances que dès qu'ils vont être blessés, ils vont être pris en charge. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est un impact psychologique énorme. Exact, ouais. Ça va être très bien accueilli aussi par les officiers supérieurs. Et lorsque Napoléon va rencontrer ce Larrey durant la campagne d'Italie, eh bien, en fait, l'idée des ambulances, Napoléon, il va vraiment mordre dessus. Est-ce que ça va être aussi brillant qu'on le raconte? Sans doute pas, parce que c'était plus rudimentaire aussi. C'était rudimentaire, c'était difficile à administrer, il fallait beaucoup de matériel, c'était onéreux, etc. Et finalement, sous l'Empire, ça va être très efficace dans la garde impériale. D'un point de vue de l'armée régulière, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a des personnalités comme Larrey qui vont aussi, durant la campagne d'Égypte, naître et éblouir un peu la surface du monde. Et innover. Et il faut savoir que Larrey aussi, excuse-moi, arrête-moi si je me trompe, mais ne soignait pas uniquement que les Français. S'il voyait un soldat blessé, quelle que soit la nationalité, le camp, il soignait. Complètement. Ça, c'est une noblesse d'âme aussi. Hein. Complètement. Précurseur de la Croix-Rouge. On fait une digression, mais Larrey, il faut en parler, il est beaucoup trop intéressant. Voilà, il y a Larrey, il y a Percy, il y a plein de personnalités très intéressantes d'un point de vue médical au sein de l'armée française. Et Larrey, effectivement, il soigne n'importe qui. Il va à l'urgence de la blessure, que vous soyez autrichien, mamelouk, français, officier supérieur à première classe, Larrey ne fait aucune distinction de grade, même les Anglais, ou de nationalité. Ce qui fait d'ailleurs que durant la campagne d'Espagne, Larrey va apporter son aide à de nombreux Anglais et Écossais, on peut tous les citer. Et durant la bataille de Waterloo, Wellington avait pris connaissance de ce personnage qui soignait tout le monde. Et pendant la bataille de Waterloo, Wellington aperçoit les ambulances de Larrey et demande à ses canons de ne pas tirer dans la direction des ambulances. Et il lève son chapeau et il aurait dit cette phrase « L'honneur est en train de traverser le champ de bataille ». Donc Larrey, il va être connu pour ça. À la fin de la bataille, il va être capturé par les Prussiens, il va être confondu par Napoléon, il est quasiment dénudé, mis sur un peloton d'exécution. Et au moment où il doit être exécuté, il y a un chirurgien prussien qui le reconnaît, qui voit que ce n'est pas Napoléon, mais qui reconnaît en fait Larrey qui avait donné des cours à Berlin. Et on l'envoie devant Blücher. Blücher embêté à souhait, parce que Larrey en fait avait soigné le fils de Blücher quelques années plus tôt. Et en plus, il n'avait pas fait que le soigner. Il faut imaginer la gueule des soldats français. On capture le fils de Blücher, un personnage important, et à la place de le garder, on le soigne et on le renvoie à côté ennemi. Donc Larrey, c'est un ovni de son temps, quelqu'un d'exceptionnel qui va aller jusqu'à la campagne d'Algérie bien après, qui va mourir, je pense, d'une fièvre ou d'une pneumonie, mais qui est un personnage extraordinaire, qui va faire beaucoup de bien à son époque, qui va être reconnu par Napoléon, et qui est aujourd'hui enterré aux Invalides, aux côtés des nombreux gouverneurs des Invalides. Donc personnalité, encore une fois, on a évoqué Lassalle, mais il y a des personnalités comme Lejeune, comme Larrey, comme Percy. Percy, exact, ouais. C'est une époque qui est un concentré de personnalités importantes, de coups de génie. De révolution intellectuelle, tout. Vraiment, complètement. C'est une grosse période à ce niveau-là. Ouais. Et Napoléon, si on devait lui donner une qualité supplémentaire, il sait s'entourer de gens compétents et il a su reconnaître en des personnalités comme Larrey, Lejeune, etc., leur génie. Et Napoléon, à ce niveau-là, est très brillant, précurseur. C'est vraiment top que tu en parles parce que c'est génial. Napoléon, c'est bien en parler, mais pour faire ce qu'il a fait, il faut savoir s'entourer. Et des personnes comme Larrey, Percy, Lejeune, en effet, c'est une des bases, en plus de ces maréchaux, mais évidemment, on ne peut pas faire ça avec
Voilà. Genre Arthur dans Kaamelott ne peut pas faire avec la table ronde, ne peut pas trouver le Graal par exemple. Mais ici, c'est dans tous les domaines. Hein. Vous allez d'un point de vue de la police. En fait, il y a moyen de se passionner avec le Premier Empire. Et ça qui est extraordinaire, c'est que votre dada, ça soit la médecine, ça soit la police. Mais allez lire Fouché de Stéphane Zweig, vous allez jouir de bonheur. Mais personnage important aussi. Il y a énormément de thèmes dans lesquels vous avez des épopées humaines, intellectuelles, qui sont géniales. Donc c'est pour ça que le Premier Empire, c'est de la vitamine. Il y a beaucoup de choses à en tirer. Encore une fois, il y a du négatif, on le renie pas. Mais c'est du positif, on peut en tirer quelque chose, on le prend. Bien sûr. Et tout le monde peut trouver dans le Premier Empire, en étant napoléonien ou non, son bonheur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a énormément encore d'infrastructures et de références actuelles qui, justement... on va peut-être en parler, parce que c'est vrai que Napoléon, par exemple, réformateur... Exact, mais juste pour finir l'Égypte avec l'Égyptomania, quand on va à Paris, il y a encore énormément de traces. À titre général, le style empire, qui est un style de meubles, etc., de bijoux, ça va être inspiré par deux choses à l'époque. On a le contexte de la découverte d'Herculanum et de Pompéi, qui va relancer le style antique. Et de plus, on a toute l'égyptomanie qui va apporter de nombreuses représentations de sphinges, par exemple, au pluriel. On va avoir des idées de pyramides, la fontaine avec l'éléphant qui a malheureusement jamais vu le jour, mais on en a la maquette. On a la place de la Concorde, même si tout le monde l'attribue à Napoléon, que c'est très postérieur. Parce que l'obélisque n'est pas de cette période-là. Oui, c'est un obélisque qui date... Ouh là là, je pourrais dire une bêtise, mais est-ce que c'est Louis-Philippe? Je pense que ça date de Louis-Philippe, mais c'est très postérieur. Oui, voilà, c'est pas dû à l'épopée, enfin à la campagne napoléonienne en Égypte. C'est intéressant parce que ce quiproquo du fait que tout le monde voit l'obélisque de la place de la Concorde attribué à Napoléon, ça montre bien l'empreinte qu'a eu Napoléon sur cette découverte de l'Égypte. Mais la butte du Lion, pour ne citer qu'elle, qui se situe juste derrière nous, dans les projets du roi, enfin les projets qui ont été proposés au roi pour faire un monument pour la bataille de Waterloo, il y avait un obélisque et il y avait également une pyramide. Et en fait, ça n'a pas été choisi, peut-être pour un point de vue budgétaire, parce qu'ici le tumulus en terre, évidemment, ça ne demande pas trop de moyens, mais le projet de pyramide avait été refusé parce qu'on disait qu'il était beaucoup trop inspiré de la campagne d'Égypte de Napoléon. Donc encore une fois, ça va inspirer beaucoup de choses, surtout d'un point de vue architectural et d'un point de vue du style empire, qui est un somptueux mélange entre l'antique et l'Égypte, avec, j'insiste là-dessus, la découverte d'Herculanum, la découverte de Pompéi, qui vont apporter beaucoup de figures antiques supplémentaires. Et là, les bulletins que Napoléon envoyait en France, ça a vraiment créé une égyptomania, parce que beaucoup de nobles s'habillaient aussi en tenue égyptienne. Il y avait des palmiers, parce que les palmiers, évidemment, Napoléon adorait les palmiers. Je ne sais pas si tu savais. Il était ébloui, il adorait les palmiers, donc en effet, il en avait fait mettre quelques-uns à Paris. Il avait aussi le projet de construire une grande pyramide en plein Paris, mais ça ne s'est jamais fait, évidemment. Mais en effet, c'était un de ses projets. Donc vraiment, l'Égypte l'a marqué, et alors il y a eu beaucoup plus de bains aussi sur les thèmes égyptiens à Paris, et donc ça a vraiment développé une égyptomania qu'en France, jamais on n'aurait pu parler de ça avant. Donc vraiment, c'est encore une nouvelle pensée et une ouverture d'esprit, parce que ça amène à d'autres cultures, et évidemment à une autre pensée, et donc ça fait du bien à la France. Mais d'un point de vue militaire, c'est vrai que l'armée qui est restée là-bas 2 ans, ça a été quand même un petit désastre. Donc là maintenant, Napoléon revient en France, ouais. Il est acclamé, ouais. Voilà. Donc il a le temps de monter sur Paris, partout où il s'arrête, il est acclamé. Son frère Joseph lui dit c'est le bon moment, le fruit est mûr. C'est pour ça que je parlais de sa correspondance tout à l'heure, en disant qu'il voulait attendre que le fruit soit mûr justement. Et donc là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est à Paris. Alors, il est à Paris, on est dans le contexte du directoire qui a de nombreux défauts, dont la corruption, qui n'arrive pas finalement à avoir une main de fer pour fédérer toutes les entités assez polarisées qui se trouvent en France à ce moment-là. Et donc, Napoléon sent qu'il y a un petit coup à jouer, et il va habilement faire sortir
les anciens et les 500 de Paris en les emmenant à Saint-Cloud. Il va mimer, il va feindre le coup d'État jacobin, comme quoi ils ont envie d'attaquer ou de renverser le pouvoir. Et donc Napoléon va profiter de cela. Il est protecteur de Paris, hein, et avec son armée qui a toutes ses faveurs, il va décider d'aller voir le Conseil des Anciens, auquel il va parler. Alors Napoléon, il fait des très beaux discours, mais il est plus habitué à parler à des militaires qu'à des politiciens. Et quand il va parler au Conseil des 500, ça va pas très bien se passer. Et en fait, il va sans doute être bousculé. Est-ce qu'on a essayé de l'assassiner avec des stylets ? Je ne sais pas. Parce que la légende raconte aussi qu'il serait lui-même griffé le visage. J'adore cette C'est pas mal. Hein, je sais pas si elle est vraie, mais je la trouve géniale parce que... Ça pourrait être son style. Exactement. Ouais, en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que ça pourrait être son style. Donc l'anecdote voudrait qu'il a été faire son discours chez les anciens, ça s'est bien passé. Il a été voir le Conseil des 500, et là, ils ont vite compris qu'en fait, il allait faire un coup d'État et qu'il n'était pas là pour juste proposer des lois, parce que c'était le rôle du Conseil des 500. Et en fait... Je t'interromps, mais présidé par son frère Lucien. Lucien Bonaparte, qui présidait le Conseil des 500. Complètement. Et juste pour remettre un petit peu le contexte aussi, il faut savoir qu'un militaire qui débarque dans un conseil politique, directement, pour eux, c'est un coup d'État. Voilà. Et donc, ça a été très vite compris comme ça. Ce qui n'est pas faux. Ce qui est compréhensible. Et du coup, Napoléon fait un discours, le discours passe pas, ça se révolte, ça se bouscule, et on raconte que Napoléon aurait été attaqué par des sénateurs. Poignardé, en tout cas au poignard, il a voulu tentative d'assassinat. Et soi-disant, c'est l'anecdote qui est géniale, il aurait été dans une pièce entre la sortie et le conseil, et il se serait griffé le visage, mis les cheveux en pagaille, etc. Il serait sorti et il aurait dit « on a essayé de m'assassiner », etc. Et là, les grenadiers sont rentrés et ont un peu remis de l'ordre, et on a fait voter à quelques personnes qui étaient plutôt favorables. Et en fait, on a complètement changé la Constitution. Et là, Napoléon est devenu consul. Oui, 3 consuls. Donc il y a Napoléon, Sieyès et Ducos. Oui, Ducos, Sieyès, et Napoléon qui présidait les deux autres consuls. Donc il était premier consul, il avait les pouvoirs. Voilà. Il a le pouvoir exécutif aussi. Donc c'est intéressant. Napoléon, moi je le dis comme ça lorsqu'on fait des visites guidées, pour faire très simple, il est comme président de la République, entre gros guillemets. Et là, il a une position très intéressante parce que Napoléon veut se positionner comme celui qui met un terme à la Révolution. Et c'est en réalité ce qu'il va réaliser. Parce que quand il va passer premier consul, très inspiré de l'Antique, on entend bien, Napoléon va faire placarder une explication de pourquoi il a fait ce coup d'État militaire sans verser une goutte de sang, ce qui est intéressant. Et à travers celui-ci, il veut se positionner comme celui qui met un terme à la Révolution, qui met tout le monde d'accord, et ça va fonctionner. Il va y avoir un vote qui va être fait, un vote plébiscitaire, si je ne dis pas de bêtises, donc tout le monde va pouvoir voter. Je ne suis pas exactement sûr sur mon mot, mais tout le monde va pouvoir voter, et en fait, la population va être à 90%, 90% favorable à Napoléon. On sait que les chiffres ont sans doute été un peu gonflés, mais quand on voit aujourd'hui les votes qui sont faits en politique, il y a énormément d'abstention, il y a une polarisation d'un point de vue de la gauche, de la droite, etc. Et ici, Napoléon, il va vraiment être fédérateur, ça va être une main de fer, surtout qu'on est arrivé à un point où il y a eu le roi avec la Constitution, il y a eu la Convention, il y a eu le Directoire, et on est à un moment où en fait les institutions ont montré leurs limites, et ça a été le cas aussi dans l'histoire un peu plus tard, mais les institutions ont montré leurs limites, et il faut une personnalité forte, avec du caractère, qui a une main de fer et qui prend le pouvoir. Et ici, c'est ce que va faire Napoléon, et durant la période du consulat, mais on va pouvoir en discuter, en fait, il va être
brillant. Et c'est sans doute la plus belle période. Il va être réformateur, il va faire des traités de paix. Vous imaginez, il y a eu la paix d'Amiens. Donc il va faire la paix avec l'Angleterre, c'est magnifique. Il va y avoir des batailles, il va les gagner. Donc d'un point de vue économique, ça se redresse. D'un point de vue social, ça se calme. Donc... Oui, parce que quand, excuse-moi, il récupère la France est quasi en bon route. Il n'y a plus rien du tout. Et juste, je fais une toute petite aparté pour monter le côté théâtral aussi de Napoléon et avec Lucien. Quand ils sont sortis après la tentative d'assassinat, je reviens juste un petit peu en arrière, Lucien aurait pris son épée, pointé vers Napoléon en disant « Si je pensais une seule seconde que mon frère pouvait attenter aux libertés françaises, à peu de choses près, je n'hésiterais pas à le poignarder. » Et donc du coup, évidemment, ça a joué un côté un peu euphorique avec les soldats. Voilà, en plus, le général Bonaparte, et évidemment, ça a aidé à faire sortir tout le monde avec le général Murat qui a dit « Allez, foutez-moi tout ce monde là-dehors. » Voilà. J'ai un grand frère et je rêverais de faire une scène aussi épique que ce beaucoup joué par deux frères. Qu'est-ce que ça devait être beau à vivre et c'est fort. Hein. Quel culot, encore une fois. Ouais, mais c'est ça, et c'est pour ça que je le précise, je me permets de revenir en arrière parce que ça montre non pas Napoléon Bonaparte, mais son frère qui est aussi bien sûr. Déjà président, parce qu'il est président de l'Assemblée, mais en plus de ça, joue le jeu avec Bonaparte. C'est pas préparé ça, donc ça veut dire que tout ça c'est de l'instinct. Et c'est ça qu'il faut dissocier, parce qu'on peut pas planifier tout ce qui s'est passé là avec la tentative, l'Assemblée. Donc ça veut dire que tout est à l'instinct. Et donc ça montre un petit peu aussi le caractère, en tout cas de ces deux Bonaparte là. Oui, de toute façon, la famille Bonaparte va jouer un rôle très important à travers l'Europe. Hein. On va en parler, mais Napoléon empereur, c'est Napoléon qui met ses frères et sœurs un peu partout. Exact, comme ça son sang est en Europe. Mais exactement. Mais comme les Bourbons l'ont fait aussi. Hein. S'il y a des Bourbons en Espagne, c'est pas innocent non plus. Donc ils étaient un peu partout aussi. Hein. On va pas leur lancer la pierre. Napoléon Bonaparte, alors, est donc premier consul. Ouais. Comme tu l'as très bien précisé, il réforme énormément de choses. La France n'est pas, d'un point de vue économique, en bonne voie. Donc, du coup, lui va s'atteler à redresser la France. Le peuple est content. Niveau politique est content aussi parce qu'il a su mettre fin un petit peu à cette idée de la terreur, qui évidemment a marqué les esprits. Aussi, même à l'étranger, ce côté un petit peu peuple régicide. Parce que la France a quand même cette réputation maintenant de peuple régicide. Assassiner un roi, c'est quand même pas par hasard. Et donc lui, il va remettre quand même de l'ordre dans tout ça. Et donc c'est énormément de travail et d'ambition, mais en fait, il est à la hauteur de ça, parce qu'il sait comment faire. Comme je disais tantôt aussi, en Égypte, il a quand même fait ses armes pour savoir gouverner. Et donc là maintenant, il arrive déjà avec une expérience dans l'art de gouverner. Et c'est là aussi qu'il va pouvoir être sacré empereur à la suite. Mais c'est pas lui qui dit « je veux devenir empereur ». On lui suggère de lui donner le titre d'empereur. Et donc ça veut dire qu'en effet, il n'y a plus de consul. C'est lui seul, lui-même, avec une dynastie héréditaire. Complètement. Napoléon, il va être donc premier consul, puis premier consul à vie. Et le problème du consulat, c'est que si Napoléon décédait, personne n'allait lui succéder. Alors évidemment, il n'avait pas encore d'enfant à ce moment-là, mais l'idée était bien évidemment présente. Et donc à un moment, on va lui souffler mais pourquoi ne deviendrais-tu pas roi ? Et Napoléon, ça le chiffonne un peu le mot roi, parce qu'on vient de retirer la monarchie en France. Retourner à un roi, c'est finalement revenir à l'avant-révolution. Et il y a une idée qui va plaire à Napoléon, parce qu'il se veut dans la continuité de plusieurs personnages historiques, comme Alexandre le Grand, César, mais aussi Charlemagne, 1000 ans plus tôt. Et donc Napoléon veut se montrer dans la continuité de Charlemagne, et il va être du coup proclamé empereur. Donc c'est le Sénat qui va faire de lui un empereur. Et évidemment, ici, si Napoléon décède et qu'il a un fils, son fils deviendra empereur. Donc on a tout ce concept de dynastie qui s'articule autour de l'Empire et non pas autour du consulat. Et la population, encore une fois, j'insiste à ce niveau-là parce que c'est important, la population est favorable au fait que Napoléon passe empereur. Elle ne lui sera pas toujours favorable, je pense à 1814 à 1815, mais Napoléon, en 1804, quand il va être du coup empereur officiellement à Notre-Dame le 2 décembre. C'est son sacre, mais il a été proclamé avant. Exactement, il a été proclamé avant. Mais donc ici, les gens lui sont tout à fait favorables. Oui, parce qu'il a aidé notamment aussi Paris, mais bien d'autres villes. Il a donné beaucoup plus de fontaines pour avoir accès à l'eau. Donc il a aussi donné
la possibilité, une meilleure hygiène aussi aux grandes villes. Donc ça aide aussi dans le changement au peuple. Pour le peuple, ça change aussi, c'est un changement au quotidien de ses armées aussi. Il prend soin de son armée parce qu'il savait que prendre soin de son armée, c'était aussi psychologiquement, mais ça l'aidait aussi à avoir le meilleur soutien possible, notamment les invalides. C'est pas lui qui a mis en place les invalides, je pense que c'est Louis XIV. C'est Louis XIV, oui. C'est Louis XIV qui a mis les invalides en place, mais c'était pas aussi bien suivi. Lui, il voulait qu'en effet, dans les invalides, les soldats blessés, on en prenait soin. Chose qu'auparavant, ça n'existait pas. Un soldat qui était blessé, il errait, il était SDF, entre guillemets, il était à la rue et on ne s'en occupait pas. Il y a quelques subtilités parce que c'est un sujet bien précis. Okay. Effectivement, c'est Louis XIV qui va avoir comme volonté de créer les Invalides, l'Institution nationale des Invalides qui existe encore aujourd'hui, qui accueille des blessés de guerre, des OPEX actuels, mais aussi du Kosovo, quelques-uns encore de la guerre d'Indochine, des gens victimes du régime nazi, etc. Mais Napoléon, après la Révolution française, il va hériter des invalides qui ont été pillés, et en fait, il va lui redonner sa noblesse d'antan, donc il va y faire des cérémonies, une cérémonie pour son frère. L'église des Invalides va être transformée en temple de Mars, donc pour temple du dieu de la guerre. Il va y mettre les drapeaux des vaincus, et il va surtout y faire quelque chose de très important, dont on va pouvoir parler tout de suite, mais juste pour terminer ici, oui, les Invalides vont pouvoir s'y retrouver, ils vont fabriquer des chaussures, ils vont fabriquer des cartouches, ça j'en ai pas entendu parler, mais ça serait pas impossible, et donc... En tout cas, ils ont été mis à contribution. Exact. En tout cas, ils ont un sens à leur invalidité, et ce qui est très important, ce qui se fait aussi aujourd'hui. Et encore une fois, ça sera l'occasion d'une vidéo qu'on est en train de tourner pour l'instant avec l'Institution nationale des Invalides. Mais c'est un lieu qui est le cœur de Paris et qui est très important pour sa fonction encore aujourd'hui, parce que les blessés de guerre, c'est hier, c'est aujourd'hui et c'est peut-être demain. Donc c'est une institution qui est très importante et Napoléon va lui donner une nouvelle place dans cette nouvelle France. Mais pour revenir à pourquoi il va aussi bien l'utiliser, et ça me permet de faire un pont très important par rapport à qu'est-ce que va apporter Napoléon, t'en as parlé, par rapport aux fontaines à Paris. Mais bon, là on peut faire une longue liste, hein, code civil, code du commerce, code pénal, conseil d'État, Cour des comptes. La liste est très longue, les communes à Bruxelles. Pour les Français, on ne dit pas Bruxelles, on dit Bruxelles. J'en profite. Les préfets, ouais. Mais les préfets, bien sûr, la centralisation. Alors, est-ce que tout ça a très bien fonctionné sous Napoléon? C'est encore une autre question. Mais dans tous les cas, on a hérité de tous ces avantages. Et donc, aujourd'hui, si ça fonctionne, c'est grâce à lui. C'est pour ça que Napoléon, on peut lui en vouloir pour certaines choses. Mais il y a des choses où, aujourd'hui, il a tellement apporté. Le Code civil, c'est pas lui qui l'a écrit. Mais il fallait une personnalité d'autorité pour le mettre en place. Mais il a quand même fortement contribué. Il a contribué. Et ça lui a fallu quand même 4 ans pour mettre ça en place. Donc, toute la machinerie de pensée derrière est énorme. Le travail est important. On est d'accord. Mais ici, Napoléon a apporté vraiment des bases, une structure qui est très importante. La liberté de culte. Aujourd'hui, c'est vraiment dans l'âme de la France, tout le monde sait, c'est la laïcité. Mais encore une fois, sans Napoléon, c'est des choses un peu discutables. Hein. En France, avec les protestants, c'était très compliqué à une époque. Bien sûr, les juifs aussi, c'était pas le bienvenu. Et donc tout ça, c'est très important. Et pour revenir, du coup, faire un lien entre Napoléon et l'Église transformée en temple de Mars, il y a la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, c'est super important. Napoléon fait passer la loi en 1802. Le corps législatif et le tribunat, qui sont les deux instances à l'époque, ont du mal avec ce projet. Pour quelle raison? C'est parce que sous la Révolution française, on a supprimé toutes les récompenses nationales. Donc vous avez surtout une médaille importante à l'époque qui a été créée par Louis XIV, qui est la médaille de Saint-Louis, médaille militaire. Et celle-ci va vous donner effectivement un petit plus, un plus aussi d'un point de vue budgétaire. Et Napoléon... Mais la médaille de Saint-Louis, elle était offerte qu'aux nobles. Oui, elle était offerte, tout à fait. Elle était offerte donc c'est ça la grande différence avec la Légion d'honneur. Ah oui, la Légion d'honneur, là-dessus, c'est sûr qu'elle va casser tous les codes. Et donc on a la médaille de Saint-Louis qui va être supprimée. Il y avait d'autres médailles également. Mais quand Napoléon hérite de la France, on a les armes d'honneur. Ça, c'est important. Ça veut dire que si vous êtes un tambour et que vous battez la charge comme un fou et que vous menez des hommes pour prendre un canon, vous allez pouvoir recevoir des baguettes d'honneur.
c'est sans doute la distinction la plus rare, on n'en voit pas souvent. Si vous étiez un sapeur et que vous avez détruit une barricade qui était très importante pour assiéger une guérite, vous allez recevoir une hache d'honneur. Si vous étiez un fusilier et que vous avez fait 4 prisonniers et sauvé 5 copains, vous allez pouvoir recevoir un fusil avec une plaque d'honneur. Ça, c'était les récompenses. Et donc Napoléon, ici, quand il va proposer la Légion d'honneur, il veut recréer une noblesse, non pas une noblesse de nom, mais de mérite. Et ça, c'est très important dans le système napoléonien. La méritocratie. La méritocratie, complètement. Parce que c'est comment, toi et moi, alors qu'on vient d'une famille ouvrière, on est des gueux, on ne parle pas français, on est analphabète, comment par notre mérite, on peut avoir un titre. Et ce titre, il va donner un avantage budgétaire, mais il va donner un titre héréditaire chez les garçons. Il y a aussi l'école de la Légion d'honneur, qui existe toujours. Je pense que c'est l'école qui a la meilleure note au bac en France. Et ça veut dire que si maintenant tu as une petite fille, tu décèdes sur le champ de bataille et tu as eu la Légion d'honneur, ta petite fille va avoir accès à l'école de la Légion d'honneur. Évidemment, si ta fille elle est analphabète et qu'elle n'a pas de père et qu'elle n'a pas de mari, elle va être dans des dispositions qui sont difficiles. Et donc ici, Napoléon, il va vraiment apporter une structure qui va pousser les gens à faire des coups d'éclat, à se dépasser. Et ça, c'est magnifique. Parce que les médailles, les récompenses nationales avant avaient montré leurs limites. Et donc Napoléon arrive avec un nouvel ordre. Et ce qui est intéressant, c'est un parallèle à faire aujourd'hui. Est-ce que la Légion d'honneur à l'heure actuelle n'a pas montré ses limites, parce qu'elle est donnée, il y a des débats autour de ça, on avait fait des vidéos sur la Légion d'honneur, j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très sensibles au fait que beaucoup de politiques en avaient actuellement, que parfois c'était pas toujours justifié, c'est pas à moi d'en décider, mais en tout cas c'est un débat qui est intéressant. C'est à quel moment une récompense nationale qui est en France la plus haute distinction, la Légion d'honneur, à partir de quel moment c'est légitime. Exact. Et donc à l'époque, Napoléon fait passer en 1802 la Légion d'honneur, qui n'est pas encore matérialisée par la médaille, et en 1804, au Temple de Mars, il va faire une distribution de Légion d'honneur, et là il va faire encore une fois une communication extraordinaire, ça va être à des soldats manchots, ça va être à des personnalités civiles et militaires, et c'est là où c'est... Tout horizon, ouais. Où c'est dingue. Je pense que ça avait été déjà... Il y avait une forme de récompense qui avait été faite sous l'Antiquité, qui avait un peu la même idée, mais... En France, on n'avait aucune médaille qui était destinée aux civils comme aux militaires. Et donc, si vous étiez un minier belge qui sauvait, parce que ça a été le cas des camarades qui ont été coincés dans une mine, etc., vous allez pouvoir recevoir la Légion d'honneur. Et si vous êtes un soldat qui, avec son fusil qu'on appelait la clarinette, a sauvé un général, un officier, vous allez pouvoir recevoir cette Légion d'honneur à différents grades, encore une fois, avec le plus haut qui sera le Grand Aigle. Mais c'est très important. Napoléon va énormément en jouer. Il dit que c'est avec des cochets qu'on mène les hommes, mais Napoléon, c'est le roi de la communication. Tu fais partie du premier régiment, je fais partie du deuxième, il va voir le premier régiment, il leur dit « vous êtes magnifiques, mais dernière bataille, vous n'avez pas été terrible, regardez le deuxième, sans que je sois à côté. » Il va dire « ah, le deuxième, il a été meilleur que vous, allez, le premier, essayez de faire mieux. » Puis ensuite, il va voir le deuxième, « écoutez, le deuxième... vous avez vraiment été mauvais, regardez le premier, prochaine bataille, essayez de faire mieux. » Napoléon, il va jouer sur la compétition, voilà, la psychologie, sur la compétitivité entre ces régiments, entre ces hommes. Et il va y avoir tout cet enjeu de la Légion d'honneur où n'importe quel soldat qui n'est pas gradé, qui passe devant une guérite, on va devoir lui présenter les armes parce qu'il a la Légion d'honneur. Et donc quand il va, après des batailles, il va prendre des médailles. Évidemment, il en accroche une sur sa poitrine, au niveau de son cœur, il la décroche devant tout le monde, il en met une à un soldat qui a été notifié comme quelqu'un qui a fait une action d'éclat durant la bataille. Directement, il a une réserve, il en remet une sur sa poitrine, il va voir une autre compagnie, un autre régiment, il redistribue la médaille de Napoléon qu'il portait. Ici, encore une fois, c'est de la communication. C'est de la communication, mais imagine le soldat qui reçoit une légion, donc il a la bataille, c'est éprouvant, c'est un moment très dur. Il est en poste, il y a l'empereur qui arrive, parce que tout le monde ne voyait pas toujours l'empereur non plus. Complètement. Tout le monde ne pouvait pas percevoir l'empereur, donc ça c'est bien de le dire aussi. L'empereur arrive, il prend une légion d'honneur qu'il accroche, et bien souvent il prenait aussi la joue. Ah, la joue, l'oreille. La joue, l'oreille. Bien sûr. L'empereur, évidemment, c'est galvanisant. Et donc évidemment, ça tourne, ça circule. Comme tu le disais, il allait voir les régiments, il jouait sur l'aspect de la compétition. Mais évidemment, c'est des moments, c'est fou.
Bon, l'empereur, il me prend la chou. C'est Je suis content. C'est impressionnant et encore une fois, c'est de la communication. Il savait se montrer proche de ses hommes. C'est un peu un reproche, mais je ne vais pas en parler 10 ans parce que je ne sais même pas s'il le mérite. Le film de Ridley Scott, je trouve que, mis à part la scène où on le voit distribuer du pain à un moment à ses soldats, on ne voit pas le Napoléon proche de ses hommes. Et ça, c'est un problème parce que Napoléon, c'était quelqu'un qui traînait sur les bivouacs, c'était quelqu'un qui s'habillait comme ses soldats. Il porte 2 tenues, celui colonel des chasseurs à cheval et colonel des grenadiers à pied. Petit aparté, c'est intéressant, colonel, c'est un grade que Napoléon n'a jamais eu. Donc je vous ai parlé au tout début qu'il avait sauté certains grades, le grade de colonel, il ne l'a jamais eu. Donc est-ce que c'est pour ça qu'il a décidé de prendre ce grade, ou est-ce que c'est parce que c'est un grade qui, pour ceux qui sont dans l'armée actuellement, le grade du colonel, c'est intéressant parce que c'est un peu le papa du régiment, c'était le cas sous l'Empire. Et donc Napoléon, il a vraiment un contact qui est fort, qui est ancré avec ses hommes. Il a une mémoire extraordinaire, il retient leur nom, il retient leur visage, et ça, c'est pas oublié. Oui, et d'ailleurs, il avait le surnom qui était Petit Caporal. Petit tondu, Petit Caporal, qui était finalement très valorisant quand l'armée donnait le nom comme ça à l'empereur. Et c'était très galvanisant aussi, que tu parles des tenues. C'était, d'après ce que j'ai pu lire, notamment aussi quand il est arrivé à Moscou dans la campagne de Russie, celui qui était le moins bien habillé. Parce qu'en effet, les tenues sont toujours magnifiques. Lui, il avait un impair un peu abîmé, avec son bicorne noir, très terne. Et donc, ça montrait aussi qu'il mettait aussi en avant son armée. Il fallait d'abord que son armée soit bien avant lui. Et ça montre aussi, c'est de la communication évidemment, hein, parce que dans sa tente impériale, il était bien. Mais ça montre aussi, très beau, parce que les tenues étaient quand même magnifiques. Hein. À l'époque, je trouve vraiment les tenues magnifiques, pour la plupart. Et lui, avec son impair gris connu, avec ses hautes bottes noires et son bicorne noir, beaucoup plus terne que les tenues. Ah, que Murat, par exemple, pour prendre Murat, lui, celui qui est le plus tracé paillettes, mais il faut rendre grâce ici, et j'insiste là-dessus parce que c'est des gens qui font un boulot un peu de l'ombre et qu'on essentialise un peu trop à certains égards. Ce sont les reconstitueurs qui font de la reconstitution historique et qui vont mettre des tenues en essayant parfois d'être le plus proche de la réalité. Et on peut voir à quel point les couleurs à l'époque, elles sont magnifiques. Les uniformes, ils sont sublimes. Les drapeaux sont magnifiques aussi. Mais c'est superbe. Et Napoléon arrive où effectivement, il ne met pas une tenue de maréchal, il ne met pas une tenue de général, il n'y a pas de strass et paillettes, il met la tenue de ses soldats. Très sobre. Et Napoléon était quelqu'un de sobre. Si vous regardez... Parmi tout ce qui était nécessaire de voyage, nécessaire de toilette, c'était Biennet. Anecdote géniale à ce niveau-là que je suis obligé de raconter. Biennet qui est un peu méconnu, plus connu du côté du monde des collectionneurs et des musées. Biennet, c'est un orfèvre qui va être contacté par Napoléon. Il y a un peu deux grands artisans à l'époque, c'est Maire et Biennet. Et on raconte que Napoléon n'a pas d'argent, il va faire la campagne d'Italie ou d'Égypte, et il a besoin de nécessaires, mais il n'a pas d'argent pour acheter des nécessaires de voyage, des nécessaires de toilette, etc. Et Biennet flaire que Napoléon, qui n'est encore que Bonaparte, va être un grand bonhomme. Et donc il lui dit, écoute, c'est pas grave, tu peux avoir mes objets qui sont de la plus haute qualité, et tu me payeras plus tard. Et donc il fait crédit. Et évidemment, Napoléon, il n'est pas insensible à ça. Et donc après, Biennet va fournir toute la famille impériale, va avoir une maison à l'époque, mais je veux dire une boutique extraordinaire. Il va se développer et c'était à l'époque un orfèvre extraordinaire. Et quand on regarde les services de campagne de Napoléon, c'est du Biennet. Il y a des légions d'honneur qui vont être faites par Biennet. C'est un travail de bijoutier. Alors pourquoi est-ce que je vous parlais de Biennet ? C'est une bonne question. Parce que je parlais de ses tentes impériales. Ah oui, de ses tentes impériales, exactement. Et donc, Napoléon, si on regarde, merci de me réorienter, si on regarde les nécessaires de voyage qu'il utilisait, ces petites boîtes à tabac, etc., il y en avait des en or, etc., des très proutes ma chère, mais à titre général, Napoléon est très simple. Donc, tout ce qu'il utilise est très simple, il n'est pas du tout dans le strass et paillettes, etc. Ce qui est un peu contradictoire par rapport à toute la communication qu'il va faire. Quand on regarde en 1804, parce qu'on en parlait, il est donc fait empereur, il va y avoir la peinture la plus connue de Jean-Dominique Ingres, de Napoléon assis sur son trône. Cette peinture de Napoléon par Ingres, on voit tous les symboles que
que Napoléon voulait mettre en avant pour son pouvoir, c'est quoi? C'est cette fameuse Légion d'honneur qui met les bases de la méritocratie en France et aussi d'une noblesse, d'une chevalerie entre guillemets, parce qu'on était chevalier de la Légion d'honneur, commandeur, officier, enfin c'est pas dans le bon ordre, mais en tout cas il y avait différents grades qui vont être faits par Napoléon. On a donc le collier de la Légion d'honneur, on a le sceptre, la main de la justice, le sceptre de pouvoir qui viendrait de Charlemagne, tout comme son épée, son glaive, qui serait aussi celui de Charlemagne, stylisé comme celui de Charlemagne. On voit la volonté de Napoléon de s'inscrire dans l'empire de Charlemagne 1000 ans plus tôt, en 800. Et on a la couronne de laurier. Couronne de laurier, c'est l'antique, c'est les empereurs romains. Et l'abeille. Et l'abeille qui vient d'abeilles exhumées du père de Clovis, Childrich, si je ne dis pas de bêtises, donc qu'on a trouvé dans sa tombe et qui symbolise la dynastie, la royauté d'une certaine manière, et également le fait que Napoléon est central, c'est la reine des abeilles, avec toutes les abeilles travailleuses autour de lui. Encore une fois, Napoléon, empereur de la communication, il le montre par rapport à tout ce qui est peinture, par tout ce qui est bulletin, par rapport à tout ce qui est contact humain, et à côté de ça, quelqu'un de très simple dans sa vie. Ça montre à quel point c'est poussé, et aussi, petite anecdote sur ces bivouacs, il faut savoir que ce soit dans une étable ou en plein milieu, là où il était, c'était une demeure impériale. Ah oui. Donc la tente soit en plein milieu des champs, ou alors vraiment une ancienne porcherie, ou là où Napoléon couchait, l'endroit devenait impérial. C'était vraiment pour montrer aussi l'importance qu'avait Napoléon à ce niveau-là. Mais comme tu dis, il était quand même assez simple. Voilà, il n'y a pas de tenue d'apparat comme Murat, qui lui était beaucoup plus coquet. Mais c'est génial. Il faut des Murats. Ouais. Et heureusement qu'il y avait des Murats parce que ça donne des peintures extraordinaires et ça donne des anecdotes magnifiques. Donc, époque qui, par rapport à l'armée actuelle, armée belge, armée française, on a des camouflages, des multicams qui sont un peu très passe-partout. Aujourd'hui, on ne veut pas être vu. À l'époque, on a des armes qui, pour la majorité d'entre elles, n'utilisent pas de canons rayés. Donc, c'est que des armes, surtout dans l'armée française, qui utilisent des canons lisses. Donc, la balle ne tourne pas sur elle-même, ne suit pas de trajectoire. Et donc, à l'époque, c'est pour ça que ça peut paraître ridicule. Vous regardez des films, vous vous dites... parce que c'est pas comme dans le film de Ridley Scott, des sortes de charges gauloises barbares. À l'époque, on est en ligne, 40 mètres, 50 mètres de distance, on tire, on recharge. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, on a tiré et on attend la mort. Et il y a cette loterie humaine où on attend, on recharge, ça prend du temps à recharger. Et on peut penser que c'est des guerres qui sont ridicules, mais en réalité, elles sont adaptées par rapport à l'armement de l'époque. Et encore une fois, si on n'est pas visible sur le champ de bataille, eh bien on peut être attaqué par les copains. Et donc ça, c'est embêtant. Et surtout, c'est difficile pour un général d'établir une stratégie sur le champ de bataille. Il faut pouvoir voir les hommes. Et c'est pour ça qu'on a des tenues qui sont hautes en couleurs, rouge prédominant chez les Anglais, couleur du drapeau tricolore chez les Français. Encore une fois, c'est ce qui est génial. Il y a toutes les couleurs dans l'armée. Vous avez du rose, vous avez du rouge, vous avez du vert, vous avez du bleu. Et à chaque bataille, il y a des quiproquos. Bataille de Waterloo, vous avez des Nassoviens qui combattent dans l'armée anglaise, qui ont combattu pour les Français. Et en fait, leurs formations sont très françaises, sont les règlements français. Et ils ont de l'infanterie qui est habillée en bleu. Et durant la bataille de Waterloo, les Prussiens arrivent du côté est du champ de bataille. Et ils tombent nez à nez avec des troupes bleues qui voient au loin. Et ils se disent « Ouh là là !» On a des Français, ils vont tirer, évidemment les Nassoviens reçoivent des boulettes, des tirs, ils tirent en retour, et on va avoir un échange entre la Landwehr, donc l'infanterie, la milice prussienne habillée de bleu, et les Nassoviens habillés de bleu. Ça, c'est des quiproquos, il y en a à chaque bataille. Et c'est pas que chez les Alliés qui seraient plus bêtes, c'est même chez les Français. Et donc avec cette période-là, pour finir un petit peu avec le sacre de l'empereur, petite anecdote aussi pour ce jour-là, sur le tableau, vous allez voir qu'en effet, dans les tribunes, il y a la mère de Napoléon. Ça a été ajouté après, je ne sais plus si dans la première version ou dans la deuxième version, parce qu'il y a deux versions de ce tableau-là, notamment un qui est à Versailles. Et donc du coup, il a fait mettre sa mère qui a refusé d'être présente, parce qu'en effet, il faut savoir que la mère de Napoléon, qui était quand même une mère très possessive, ne supportait pas Joséphine, et encore moins de la voir couronnée impératrice. Et donc voilà, c'est la petite anecdote. Le jour où vous voyez le tableau du couronnement de Napoléon Bonaparte, vous verrez que la mère dans les tribunes, là, en arrière-plan,
c'est incorrect. C'est un fantasme. Elle était donc évidemment pas présente. Est-ce qu'elle a refusé ou est-ce qu'elle a fait semblant, enfin exprès d'arriver en retard, je ne sais plus exactement, mais effectivement pas présente, et c'est Napoléon qui va demander qu'elle soit mise sur la peinture, parce qu'encore une fois, si vous la voyez au Louvre ou l'autre, tu m'as dit qu'elle était à Versailles, ouais. Eh bien c'est une peinture qui est gigantesque. Encore une fois, c'est de la communication, et donc pour montrer que tout le monde est favorable à ce couronnement, eh bien il a demandé à que Madame Mère soit représentée sur la peinture. Pour parler du couronnement, des petites choses aussi intéressantes, on a parlé de tous les symboles de son pouvoir, mais il y a aussi le fait qu'il va se couronner lui-même. Donc le pape Pie VII est invité à la soirée, si on peut dire ça comme ça, et Napoléon va un peu surprendre tout le monde en se couronnant lui-même pour montrer que c'était lui qui a récupéré le pouvoir, qui était dans un caniveau, je ne sais plus quelle est la formule exacte. J'ai récupéré la couronne de France dans un ruisseau. Debout de mon épée, j'ai récupéré la couronne de France dans le ruisseau et je l'ai posée sur ma tête. Je te remercie. Je pense que c'est quelque chose qui... C'est dans cette idée-là. Cette idée-là, ouais. Mais Napoléon se couronne lui-même. Alors, on a la présence du pape Pie VII qui montre quand même... C'est un gros symbole. Que c'est un gros symbole, que d'un point de vue catholique, mais on a... C'est approuvé. C'est approuvé. Et d'une autre manière, c'est lui qui met la couronne et c'est lui qui va couronner aussi Joséphine. Et ça, c'est ce que vous voyez sur la peinture. Donc, Napoléon, encore une fois, nous régale d'un point de vue de tout ce qui est communication. Ouais. Très grande journée, hein, le 2 décembre 1804. C'est tout le faste de l'Empire. Napoléon a fait une démonstration de son pouvoir, de ses capacités, et on a quelque chose qui va rester dans les annales françaises. Oui, et pour montrer aussi encore un peu le génie de sa communication, quand le pape Pie VII est arrivé sur Paris, il a prétexté une chasse, en sachant très bien, parce qu'en fait, Napoléon était impatient, et donc il savait qu'en effet, le pape allait bientôt arriver. Je ne sais plus le lieu exact. Je me demande si ce n'est pas à Fontainebleau, mais je pense que je vais dire une bêtise, donc ne me reprenez pas sévèrement, s'il vous plaît. Mais en tout cas, je sais qu'en effet, il a prétexté une chasse en faisant, comme par hasard, mine de rien, en tombant sur la diligence de pape Pie VII qui arrivait, et pour faire une rencontre un petit peu hasardeuse. Tout ça parce qu'en effet, Napoléon était impatient, et que prétextant une chasse, tout ça pour aller à l'encontre du pape, voilà. Je ne sais pas si tu savais l'anecdote, mais... Tout à fait, tout à fait. En effet, après, je ne pourrais pas te répondre si c'est Fontainebleau ou Malmaison. Je ne sais plus, ouais. Mais j'irais plus vers Fontainebleau, parce que Fontainebleau, il y a des grands espaces forestiers autour. Et de chasse aussi. Et c'était à la base, je pense, je ne referai pas l'histoire de Fontainebleau maintenant, mais je pense qu'à la base, c'était un lieu dit de chasse. Et donc c'est pour ça que ça me semble beaucoup plus cohérent que ce soit Fontainebleau, aussi par rapport à l'infrastructure du bâtiment. Je ne suis pas sûr que Malmaison, qui a été racheté par Napoléon, je ne sais pas à quelle date il l'a acheté pour Joséphine, mais ça me semble... Ça l'a ruiné d'ailleurs. Ça l'a ruiné d'ailleurs, mais si vous avez l'occasion, et j'espère faire une vidéo sur le sujet parce que j'ai eu l'occasion de m'y rendre, de rencontrer la directrice sur place, je rêverais de faire une vidéo sur Malmaison, qui est un lieu... c'est une maison en fait, il n'y a rien à faire, c'est un lieu vraiment emprunt et vous circulez là où a circulé... Mais c'est son bureau qui doit être très... Son bureau est très impressionnant. Très impressionnant, ouais. Mais c'était vraiment la demeure de l'impératrice. C'est là d'ailleurs, vous pouvez voir, pour tous ceux qui aiment bien les animaux comme moi, il y a un cygne noir. Cygne noir, ça a été importé d'Australie, je pense. C'était le seul qui devait être présent en Europe, un couple. Et il y en a encore un. C'était... une volonté de Joséphine, et il y en a encore un à Malmaison, c'est près du Bois Préau. Si jamais vous en avez l'opportunité, la chance, pour tous les Parisiens aussi, c'est vraiment un lieu assez magique à visiter. Et donc, tout ça pour conclure, je pense qu'à mon avis, ça doit être Fontainebleau, mais c'est un détail qui m'intéresse. Oui, c'est un petit détail. Et tu parles de signe noir, je fais encore une petite aparté, décidément, la vidéo, c'est ça, mais on est là aussi pour discuter. Le signe noir, finalement, ça correspond bien à Napoléon, parce que la symbolique du signe noir, c'est un présage d'un chamboulement, d'un gros changement. Okay. Et donc ça correspond, c'est bien Napoléon qui arrive de nulle part et qui révolutionne tout. Qui bouscule le monde. Et donc finalement le signe noir lui correspond relativement bien à Napoléon.